Entre 1764 et 1767, une série de morts mystérieuses sème le trouble dans la région du Gévaudan, l'actuelle Lozère. Près d'une centaine de personnes, principalement des femmes et des enfants, furent retrouvées décapitées ou partiellement déchiquetées. On songea d'abord à un loup, mais la nature des blessures et plusieurs témoignages firent état d'une bête énorme et terriblement agile. Il y eut de nombreuses battues qui furent organisées, appuyées par le roi Louis XV en personne, mais rien, et les massacres continuèrent. C'est en 1767 que Jean Chatel, un paysan chasseur, mit un point final à cette tragédie en tuant la présumée bête. Malheureusement, le cadavre du monstre arriva dans un tel état de décomposition à Paris qu'il fut impossible de l'analyser. Du coup, beaucoup de questions restèrent en suspens concernant la nature de la bête, des décapitations et surtout des témoignages de survivants qui avaient tous aperçu quelque chose de bien plus grand. Chatel, le chasseur, avait-il vraiment tué la bête ? Chatel avait-il été mêlé de quelque façon que ce soit à cette horreur ? Et comment une telle créature avait-elle pu se retrouver dans la région ? Voilà les questions que l'on se pose. C'est en 1764 que tout commença, avec l'attaque d'une femme du village de Langogne dans le Gévaudan. Elle gardait son troupeau. On pensa d'abord à une attaque de malfaiteurs, mais lorsque plusieurs morts similaires survinrent peu de temps après, il semblait plus probable qu'une bête féroce s'attaquait sans vergogne aux humains. Afin de redorer son blason et sensible aux craintes des villageois, le roi Louis XV envoya le capitaine Duhamel et la troupe des dragons sur les traces de la bête. Ceux-ci, entourés de paysans, firent de nombreuses battues à travers le Gévaudan, mais la créature avait la fâcheuse habitude de ne pas se montrer tout en continuant ses massacres. Pourtant, à l'automne 1764, le capitaine des dragons, Duhamel, tua un loup de grande taille. Le roi Louis XV lui adressa une coquette récompense et malgré les certitudes de Duhamel, la bête continuait ses ravages impunément. Il mit alors en place un véritable régiment composé de militaires et de paysans pour chasser la bête. Seulement les 1200 hommes en poste firent chou blanc et le mythe du loup laissa place à quelque chose d'autrement plus fantastique. Les récits relativement concordants faisaient état d'un animal de la taille d'un âne ou d'un veau, avec un poil rougeâtre et surtout doté d'une agilité impressionnante. En janvier 1765, un jeune paysan de 12 ans réussit à faire fuir la bête qui s'attaquait à une fillette. Grâce à son courage, il mit en déroute la créature et évita un terrible massacre. Le procès verbal arriva jusqu'au roi Louis XV, qui décida de récompenser le jeune homme et de tout mettre en œuvre pour définitivement mettre un terme aux agissements de la bête. Le capitaine Duhamel mit en place 20 000 hommes de 13 paroisses pour organiser de nouvelles battues. Grâce à ce quadrillage, la bête fut prise au piège de 5 paysans qui la tirèrent. Mais malgré les balles, elle réussit une fois encore à s'enfuir dans un grognement de douleur. C'est alors qu'un louvetier de Normandie fit son apparition. Il se nommait Denneval. Ce chasseur de loups assura à sa majesté qu'il mettrait un terme à l'épouvantable croisade de la bête. Seulement avec le capitaine Duhamel, Denneval ne pouvait pas effectuer son travail de pistage correctement. Il s'ensuivit maintes discussions et querelles entre les deux hommes qui ne firent point avancer la traque. Bien au contraire, ce fut de l'eau bénite pour notre monstre, qui ne se fit pas prier pour continuer sa chevauchée sanglante à travers le Gévaudan. Las de ces enfantillages, le roi décida alors d'envoyer son porte-arquebuse Antoine de Beauterne dans le Gévaudan. Arrivé en juin 1765, il congédia sans ménagement Denneval et entreprit son travail de pistage. Étonnamment, il décida de partir en septembre dans une partie de l'Auvergne, où la bête ne fut jamais signalée. Le 21 septembre, il tua de 2 balles un grand méchant loup.
Nul doute pour Antoine de Beauterne qu'il s'agissait de la bête. Et a priori c'était vrai, car le Gévaudan n'eut plus de morts à déplorer jusqu'au début de l'an 1766, date à laquelle le monstre décida de reprendre du service. Les cadavres se comptaient par dizaines et la région supplia qu'on lui vienne en aide. Mais les demandes des habitants restèrent sans réponse. De Beauterne avait tué la bête. Le problème était donc réglé. En juin 1767, le marquis d'Apcher décida d'organiser une grande battue avec les paysans les plus courageux. Dans ce contingent, un certain Jean Châtel, homme très estimé, robuste et pieux, se retrouva face à la bête le 19 juin 1767. Il épaula son arme, visa et tira. Elle s'affaissa et les chiens qui l'accompagnaient se ruèrent sur la créature et l'achevèrent. Châtel la chargea sur son cheval et la ramena au château de Besques, où l'on put confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un loup. Elle fut ensuite chargée dans une caisse que Châtel amena à Versailles. Malheureusement, les chaleurs qui sévissaient n'avaient pas franchement aidé à la conservation de la dépouille et sa présentation à la cour ne fut pas prise au sérieux. On enterra la bête et Châtel fut pris pour un charlatan qu'on renvoya à ces belles prairies du Gévaudan. Sa région fut moins ingrate que Versailles et il fut élevé au rang de héros national car on n'entendit plus jamais parler de la bête du Gévaudan. Ce récit est authentique et se fonde sur d'innombrables témoignages concordants. Ce n'est pas un mythe, une légende ou une histoire à raconter aux enfants pour leur faire peur. Il y a bien eu une centaine de victimes pendant cette période trouble. Il faut simplement se méfier et prendre certains récits avec des pincettes. À cette époque, les croyances et la religion sont très ancrées dans la vie des citoyens. Le loup reste un symbole facilement associé au diable, et certains comportements hors du commun peuvent être pris pour une appartenance au démon ou peuvent être exagérés. De ce fait, ceux qui ont aperçu cette bête hors norme ont certainement enjolivé leur récit. Il ne faut pas négliger non plus le fait que les connaissances en matière animale étaient très restreintes à l'époque. D'après les récits et les témoignages de ceux qui ont vu la bête, morte ou vive, on peut presque affirmer à 99% qu'il s'agissait d'un animal de la famille des canidés, loups, chiens, hyènes, renards. Le musée d'histoire naturelle de Paris a même effectué des recherches dans ses archives pour confirmer cette thèse. Il a d'ailleurs retrouvé des croquis de l'époque détaillant la dentition et les formes du crâne, qui s'apparentent sans aucun doute à cette famille de mammifères. Seulement 2 gros problèmes subsistent. Le renard est bien trop petit pour ce genre de méfait. La hyène, même si à l'époque certaines espèces arpentaient le sud de la France, n'aurait pas pu s'acclimater à cette région vallonnée et froide en hiver. Le loup, bien qu'impressionnant, ne s'attaque pas à l'homme, il en a peur et il cherchera toujours à fuir plutôt que de l'affronter, même en meute. Quelques cas extrêmes ont été recensés lorsqu'il se sent acculé et qu'il n'a aucune autre possibilité. Il se jettera alors sur son adversaire comme un kamikaze, sentant sa dernière heure arriver. La deuxième exception étant la protection des petits dans une meute que l'homme aurait dérangé. Mais ces cas restent très rares. De surcroît, le loup, même en groupe, s'attaque aux plus faibles. Il préférera opter pour une brebis, un agneau ou même un petit veau plutôt qu'un être humain, qu'il soit homme, femme ou enfant. Enfin, le loup chasse au crépuscule ou la nuit, mais jamais dans la journée. Or, d'après plusieurs récits, des victimes auraient été attaquées 2 jours. Il semble donc que la thèse du loup ne soit pas du tout appropriée. Il nous reste donc plus que le chien, qui même domestiqué, peut s'attaquer à l'homme. Cela dit, il est peu probable que le meilleur ami de l'homme soit aussi vorace et fasse autant de dégâts. Nous revenons donc au point de départ. Quelle est donc cette bête ? Une théorie a été avancée concernant un croisement entre un loup et un chien de race mâtin. Cette possibilité pourrait effectivement expliquer les descriptions de la bête et surtout la difficulté de pouvoir distinguer la véritable identité du tueur.
Par contre, elle n'explique pas les décapitations terriblement tranchantes découvertes sur les victimes. Car même un animal au croc acéré n'arriverait pas à sectionner le cou d'un humain de manière si régulière. Finalement, il semble que la bête ne soit pas si animale que cela. Ne s'agirait-il donc pas là, tout simplement, du premier tueur en série que la France ait connu ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion et je vous dis à bientôt.